Bonjour les 6e 2, bienvenue dans ce deuxième cours de littérature sur le conte du roi Alfarout et de Clarifil, un conte qui a été rédigé par François de Salignac de la Motte de Fénelon, un nom qui n'est pas facile à prononcer et que je suis sûr que vous allez tous apprendre par cœur ce soir pour me faire plaisir. Donc cet homme en fait a écrit toute une série de contes afin d'instruire le fils de Louis XIV qu'on appelait Louis de France et qui malheureusement est mort. Donc c'est des contes qui ont une visée pédagogique, une visée éducative. Je vais me lancer maintenant dans la lecture et après, si vous le voulez bien, et de toute façon vous n'aurez pas le choix parce que je vais le faire quand même, j'ai noté 2-3 remarques en fait intéressantes sur le conte, sur sa construction, sur comment est-ce que vous pourriez l'analyser, vu qu'on n'a pas l'occasion de faire des questions tous ensemble. Je vais vous mâcher le travail et le faire un petit peu moi-même. C'est parti pour la lecture. Il y avait un roi nommé Alfarout qui était craint de tous ses voisins et aimé de tous ses sujets. Il était sage, bon, juste, vaillant, habile, rien ne lui manquait. Une fée vint le trouver et lui dire qu'il lui arriverait bientôt de grands malheurs s'il ne se servait pas de la bague qu'elle lui mit au doigt. Quand il tournait le diamant de la bague en dedans de sa main, il devenait d'abord invisible, et dès qu'il le retournait en dehors, il était visible comme auparavant. Cette bague lui fut très commode et lui fit grand plaisir. Quand il se défiait de quelques-uns de ses sujets, il allait dans le cabinet de cet homme, avec son diamant tourné en dedans. Il entendait et il voyait tous les secrets domestiques sans être aperçu. S'il craignait les desseins de quelque roi voisin de son royaume, il s'en allait jusque dans ses conseils les plus secrets, où il apprenait tout sans être jamais découvert. Ainsi il prévenait sans peine tout ce qu'on voulait faire contre lui. Il détourna plusieurs conjurations formées contre sa personne et déconcerta ses ennemis qui voulaient l'accabler. Il ne fut pourtant pas content de sa bague. Il demanda à la fée un moyen de se transporter en un moment d'un pays à l'autre, pour pouvoir faire un usage plus prompt et plus commode de l'anneau qui le rendait invisible. La fée lui répondit en soupirant « Vous en demandez trop. Craignez que ce dernier don ne vous soit nuisible. » Il n'écouta rien, et la pressa toujours de le lui accorder. « Eh bien, dit-elle, il faut donc, malgré moi, vous donner ce que vous vous repentirez d'avoir. » Alors elle lui frotta les épaules d'une liqueur odoriférante. Aussitôt, il sentit de petites ailes qui naissaient sur son dos. Ces petites ailes ne paraissaient point sous ses habits, mais quand il avait résolu de voler, il n'avait qu'à les toucher avec la main. Aussitôt, elles devenaient si longues qu'il était en état de surpasser infiniment le vol rapide d'un aigle. Dès qu'il ne voulait plus voler, il n'avait qu'à retoucher ses ailes. D'abord, elles se rapetissaient, en sorte qu'on ne pouvait les apercevoir sous ses habits. Par ce moyen, le roi allait partout en peu de temps. Il savait tout, et on ne pouvait concevoir par où il devinait tant de choses, car il s'enfermait et paraissait demeurer presque toute la journée dans son cabinet, sans que personne n'osât y entrer. Dès qu'il y était, il se rendait invisible par sa bague, étendait ses ailes en les touchant, et parcourait des prairies immenses. Par là, il s'engagea dans de grandes guerres, où il remporta toutes les victoires qu'il voulut. Mais comme il voyait sans cesse les secrets des hommes, il les connut si méchants et si dissimulés qu'il n'osait plus se fier à personne. Plus il devenait puissant et redoutable, moins il était aimé. Et il voyait qu'il n'était aimé d'aucun de ceux mêmes à qui il avait fait les plus grands biens. Pour se consoler, il résolut d'aller dans tous les pays du monde chercher une femme parfaite qu'il pût épouser, dont il put être aimé et par laquelle il put se rendre heureux. Il la chercha longtemps et comme il voyait tout sans être vu, il connaissait les secrets les plus impénétrables. Il alla dans toutes les cours, il trouva partout des femmes dissimulées qui voulaient être aimées et qui s'aimaient trop elles-mêmes pour aimer de bonne foi un mari. Il passa dans toutes les maisons particulières. L'une avait l'esprit léger et inconstant, l'autre était artificieuse, l'autre hautaine, l'autre bizarre, presque toutes fausses, vaines et idolâtres de leur personne. Il descendit jusqu'aux plus basses conditions. Et il trouva enfin la fille d'un pauvre laboureur, belle comme le jour, mais simple et ingénue dans sa beauté, qu'elle comptait pour rien et qui était en effet sa moindre qualité, car elle avait un esprit et une vertu qui surpassaient toutes les grâces de sa personne. Toute la jeunesse de son voisinage s'empressait pour la voir, et chaque jeune homme eût cru assurer le bonheur de sa vie en l'épousant. Le roi Alfarout ne put la voir sans en être passionné.
Il la demanda à son père, qui fut transporté de joie de voir que sa fille serait une grande reine. Clariphile, c'était son nom, passa de la cabane de son père à un riche palais, où une cour nombreuse la reçut. Elle n'en fut point éblouie. Elle conserva sa simplicité, sa modestie, sa vertu, et elle n'oublia point d'où elle était venue, lorsqu'elle fut au comble des honneurs. Le roi redoubla sa tendresse pour elle, et crut enfin qu'il parviendrait à être heureux. Peu s'en fallait qu'il ne le fût déjà, tant il commençait à se fier au bon cœur de la reine. Il se rendait à toute heure invisible pour l'observer, pour la surprendre, mais il ne découvrit rien en elle qu'il ne trouva digne d'être admiré. Il n'y avait plus qu'un reste de jalousie et de défiance qui le troublait encore un peu dans son amitié. La fée, qui lui avait prédit les suites funestes de son dernier don, l'avertissait souvent, et il en fut importuné. Il donna ordre qu'on ne la laissât plus entrer dans le palais, et dit à la reine qu'il lui défendait de la recevoir. La reine promit, avec beaucoup de peine, d'obéir, parce qu'elle aimait fort cette bonne fée. Un jour la fée, voulant instruire la reine sur l'avenir, entra chez elle sous la figure d'un officier et déclara à la reine qui elle était. Aussitôt la reine l'embrassa tendrement. Le roi, qui était alors invisible, l'aperçut et fut transporté de jalousie jusqu'à la fureur. Il tira son épée et en perça la reine, qui tomba mourante entre ses bras. Dans ce moment, la fée reprit sa véritable figure. Le roi la reconnut et comprit l'innocence de la reine. Alors il voulut se tuer. La fée arrêta le coup et tâcha de le consoler. La reine, en expirant, lui dit « Quoique je meure de votre main, je meurs tout à vous. » Alfarout déplora son malheur d'avoir voulu, malgré la fée, un don qui lui était si funeste. Il lui rendit la bague et la pria de lui ôter ses ailes. Le reste de ses jours se passant dans l'amertume et dans la douleur. Il n'avait point d'autre consolation que d'aller pleurer sur le tombeau de Clariphile. Voilà, une histoire un petit peu compliquée à comprendre. Si jamais vous avez des doutes pour le vocabulaire, encore une fois, les commentaires servent à cela et non pas forcément à papoter de tout et de rien, n'est-ce pas Maxence ? Du reste, ce dont j'avais envie de vous parler un petit peu, on est sur un conte presque parodique, sachant que Fénelon aimait beaucoup les contes de fées, mais doutait un petit peu du rôle justement du merveilleux par rapport aux êtres humains. Peut-être qu'on leur promettait trop de choses. Tout d'abord, on peut noter qu'il dresse un portrait du monarque qui est presque parfait. Vous voyez qu'on a beaucoup d'adjectifs qui sont répétés dans le début. Sage, bon, juste, vaillant, habile, c'est une énumération qui amplifie vraiment cette perfection du personnage d'Alfarout. On ne se pense pas que voilà, il va lui arriver des choses complètement affreuses derrière. Ce qui est très intéressant à étudier aussi, c'est le rôle de la fée. Elle intervient plusieurs fois dans le récit, et vous remarquez qu'au départ, c'est elle qui déclenche vraiment l'action. On est sur une situation qui est plutôt fixée avec Alfarout qui gouverne plutôt correctement, et là, la fée, elle arrive, elle lui donne la bague, et c'est à partir de ça que toute l'histoire va s'enclencher. De même pour le dénouement, au moment où Alfarout commence à faire confiance à Clariphile, vous voyez que là, évidemment, la fée revient pour mettre son petit grain de sel, et c'est là aussi qu'on va basculer dans quelque chose de complètement affreux, avec la mort de la reine tragique à la fin. Une fois que le roi obtient la bague et ses ailes, vous aurez peut-être remarqué que quand il visite les lieux, il part du plus petit pour aller aux plus grands ensemble. Je vous donne un exemple, tout simplement, il part du cabinet d'un homme, après il va dans les secrets domestiques, et après il étend sa curiosité jusqu'au dessein de quelques rois voisins de son royaume. Donc vous voyez, on va du plus petit au plus grand. Du reste, vous l'avez peut-être remarqué aussi, on a un roi qui a des ailes, et donc il va accomplir certaines choses, et malheureusement, ces accomplissements vont le conduire à sa perte. Je pense qu'on peut peut-être faire une petite comparaison avec le personnage de Icare, que vous connaissez peut-être dans la mythologie. Pour ce qui est peut-être du nom de Clariphile, Clariphile, Claire, Clarus en latin, ça signifie clair, intelligible, et file, c'est un nom qui correspond à la passion, à l'attirance, donc littéralement, c'est une femme qui est transparente et qui est digne d'être aimée. Donc elle est tout indiquée pour épouser le roi Alfarout. Ça c'est bon. Et il me reste peut-être juste la fin qui est intéressante dans sa construction. Si on a l'impression qu'en fait, si on réorganisait les éléments de la phrase qu'on a, on pourrait avoir une fin parfaite du merveilleux.
Je vous la lis. Il tira son épée et perça la reine, qui tomba mourante entre ses bras. Dans ce moment, la fée reprit sa véritable figure. Le roi la reconnut et comprit l'innocence de la reine. Alors il voulut se tuer. La fée arrêta le coup et tenta de le consoler. En fait, si on réorganise tout, on pourrait faire presque une fin heureuse où la bonne fée, elle arrêterait le bras du roi avant le meurtre et non pas après, pour lui révéler sa véritable identité et le consoler de la faute qu'il aurait pu commettre par jalousie. Et là, on aurait eu un conte vraiment beaucoup moins méchant en fait sur la fin, où le roi aurait pu apprendre de son erreur sans pour autant perdre sa femme. Mais là, Fénelon, il arrive pour jouer avec les codes du conte. Il nous dit, bah non, tant pis, elle est morte, c'est la faute de la fée. Ce conte, pour finir, on peut dire qu'il semble mettre en garde le jeune Louis de France peut-être sur la curiosité parfois trop grande des seigneurs et des rois qui veulent absolument tout connaître de leur royaume. Et évidemment, ce n'est pas possible. Je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Si jamais vous avez des problèmes, je suis là, vous m'envoyez un petit message. Et du reste, je vous souhaite une très bonne fin de journée ou de soirée si vous regardez cette vidéo le soir. Au revoir, chers élèves.